Bonsoir, chers spectateurs. Veuillez me faire savoir de quel pays vous regardez mon histoire. Ne faites pas défiler, c'est mon histoire vraie. Je m'appelle Magnolia Pierce. J'ai 83 ans, et jusqu'à ce froid matin de septembre, je pensais que je comptais encore pour quelqu'un dans ce monde. J'étais assise sur un banc en bois fissuré à la gare de Briarville, le vent fouettant mes boucles grises dans mes yeux, mes doigts tremblants autour d'un gilet élimé que je portais depuis les funérailles de mon mari 7 ans auparavant. Autour de moi, le monde s'agitait, des mères tirant leurs enfants, des étudiants traînant des sacs de voyage, des amoureux s'étreignant pour se dire au revoir. Mais personne ne me regardait. Personne ne remarquait la vieille femme laissée pour compte. Je n'avais pas de sac à main. Pas de téléphone. Pas de portefeuille. Pas un sou à mon nom, du moins, pas un que je portais sur moi. « Tu seras bien ici », avait dit Raymond. C'était le mari de ma fille. Un homme qui m'appelait autrefois maman avant même de cesser de faire semblant de m'apprécier. Attends juste un peu. On reviendra après le week-end. C'était il y a 2 heures. Raymond avait souri avec ses dents qui n'atteignaient jamais tout à fait ses yeux, jeté ma petite valise à côté du banc, et était parti en voiture avec ma fille Annabeth sur le siège passager, ses yeux fixés droit devant. Elle ne m'avait pas dit au revoir. Ne m'avait même pas regardé. Elle s'accrochait à ma main dans les gares quand elle était petite. Elle pleurait si je quittais la pièce. Maintenant, elle ne prenait même plus la peine de prononcer mon nom. Une larme unique glissa sur ma joue et gela à mi-chemin. Je regardais ma valise, à l'intérieur, il y avait une paire de chaussures orthopédiques, une boîte de lettres de mon défunt mari, et une écharpe que ma petite fille m'avait tricotée 3 Noëls auparavant. Pas de pièce d'identité. Pas d'argent. Aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. Il m'avait emmené pour une petite excursion, disait-il. Juste une balade sur le chemin des souvenirs. Mais c'était un mensonge. J'étais désormais jetable. Le chef de gare passa devant moi une fois. Puis une seconde fois. Il ne s'arrêta pas. Alors que les nuages s'assombrissaient et que le vent se levait, je serrai mon pull plus fort et fixai les rails vides. J'avais survécu à pire. J'avais survécu à l'enterrement d'un mari. Survécu au cancer. Survécu à la grande récession. Mais ceci, cet abandon de la part même de l'enfant que j'avais élevé avec amour, c'était plus douloureux que n'importe quelle opération chirurgicale. Je jetai un coup d'œil aux clés de casier toujours épinglées à l'ourlet de mon gilet. Je les avais cousues là des années auparavant, juste au cas où. Elles ouvraient quelque chose qu'elle et son mari n'avaient jamais su, quelque chose que j'avais gardé caché depuis le jour où Annabeth l'avait épousé. Un homme s'approcha de moi, son manteau ondulant dans le vent. « Madame, est-ce que tout va bien ? Avez-vous besoin d'aide ?» Je forçai un sourire. « Pas encore, dis-je, d'une voix basse. Mais je pourrai bientôt. » Parce que maintenant, j'avais un plan. Et le prochain train qui entrait en gare ne transportait pas seulement des passagers. Il transportait un règlement de compte. Le train pénétra dans la gare avec un gémissement creux, ses ossatures d'acier secouant le sol sous mes pieds. Les gens se précipitèrent pour le rencontrer, traînant leur vie dans des valises à roulettes et des sacs à dos trop pleins. Mais je restai immobile, mes doigts serrés autour de la minuscule clé rouillée cousue sous l'ourlet de mon gilet. Elle s'enfonçait dans ma paume comme un rappel. « Tu n'es pas impuissante, Magnolia. » Pas encore. J'attendis que la foule s'amincisse avant de me relever, une articulation grinçante après l'autre. Mes genoux me détestaient pour cela, mais je n'allais pas laisser ça m'arrêter. Je me traînai vers l'extrémité de la gare où les vieux casiers se dressaient comme des soldats oubliés, éraflés, cabossés et pour la plupart inutilisés. Casier numéro 42. Celui que j'avais loué 14 ans auparavant, sous un nom différent. Personne ne posait jamais de questions à l'époque. Juste de l'argent et du silence. Je libérai la clé, ma main tremblant cette fois non pas à cause de l'âge, mais à cause de ce que ce moment signifiait. La serrure cliqua, rouillée et résistante, puis céda. À l'intérieur se trouvait un sac en cuir marron, simple, sans prétention. Mais il était plus lourd qu'il n'y paraissait. Je le sortis et le plaçai sur le banc à côté de moi, regardant autour de moi. Personne ne regardait. Bien. Je l'ouvris lentement. Des liasses de billets me fixaient, liés par des bandes de papier décolorées. Des centaines de milliers en espèces. Mon fonds d'urgence. Mon argent de personne ne va te sauver alors sauve-toi toi-même. Au fil des ans, j'avais mis de côté l'héritage de mes parents, les rendements des actions que mon mari avait laissées, et les profits de petites propriétés locatives qu'Annabeth et Raymond n'avaient jamais connues. Je leur avais laissé croire que je vivais de miettes.
laissé croire que j'étais un fardeau. Et il m'avait traité comme tel. Mais je n'ai jamais été pauvre. Je n'ai jamais été impuissante. J'attendais simplement. Je refermai le sac et le plaçai doucement sur mes genoux. Le train derrière moi sifflait et gémissait avant de repartir, se dirigeant vers l'ouest. Je n'avais pas encore bougé. Je n'avais pas fini de planifier. Raymond m'avait toujours sous-estimé. Beau parleur. Costume vide. Le genre d'homme qui commandait un filet mignon et ne laissait pas de pourboire au serveur. Le genre qui murmurait du poison aux oreilles de ma fille jusqu'à ce qu'elle commence à croire que j'étais une nuisance. Que ma présence dans leur maison était de la charité. Que mes observations silencieuses étaient critiques et intrusives. Mais je savais des choses. Je savais pour les comptes bancaires qu'il gardait à l'étranger. Je savais pour l'entreprise en liquide qu'il blanchissait via l'atelier automobile d'un ami. Je savais parce que je gardais les oreilles ouvertes et la bouche fermée. La vieillesse vous apprend cela. Les gens en disent plus quand ils pensent que vous êtes invisible. Je les avais laissés croire que j'étais faible, confuse. Ainsi, personne ne soupçonne rien quand vous écoutez depuis la pièce d'Axe en grave côté. Ou quand vous passez à la banque juste pour dire bonjour et remarquer la signature de votre fille sur des documents de prêt falsifiés. Oh, oui. Je savais. La question était, qu'allais-je faire de ce savoir maintenant? Je me levai, sac en main, et me dirigeai vers le petit restaurant à côté de la gare. La serveuse leva à peine les yeux quand je me glissai dans la banquette. « Café ?» demanda-t-elle. « Oui, dis-je. Et un téléphone ?» Elle haussa un sourcil. Je sortis un billet de $100 bien croustillant et le posai sur la table. « Pour emprunter le vôtre. Juste 5 minutes. » Elle cligna des yeux, hocha la tête et fit glisser son vieux téléphone Nokia à clapet vers moi. Je n'avais pas utilisé de téléphone depuis des mois. Annabeth disait que c'était trop déroutant pour moi. Disait que je n'en avais pas besoin. Comme c'était pratique pour elle. Je composai le seul numéro que j'avais mémorisé, celui que je n'avais pas utilisé depuis 23 ans. Ça sonna 2 fois. Une voix rocailleuse répondit. « Allô ?» Je marquai une pause. « Révérend Darnel ? C'est Magnolia Pierce. J'ai besoin d'un service. » Silence. Puis un chaud ricanement. « Eh bien, je serai damné. »« Pas encore, dis-je. Mais je suis sur le point de remuer certaines choses. » Le révérend Darnel n'a pas toujours été révérend. En 1965, il n'était qu'un homme maigre en pantalon en velours côtelé avec un avenir brillant et un don pour lire les gens. Nous avions travaillé ensemble au bureau des registres du comté quand j'avais à peine 20 ans et que j'étais nouvellement marié à Walter. Darnel était intelligent, calme et loyal, l'une des rares personnes en qui j'avais confiance en dehors de ma famille. Quand Walter est mort, c'est Darnel qui m'a aidé à naviguer dans le labyrinthe des documents, des assurances, des actes et des absurdités de succession. Il se trouvait aussi qu'il en savait plus sur les fiducies et l'immobilier que quiconque que j'avais rencontré. Ce jour-là au restaurant, quand j'ai entendu sa voix à nouveau, c'était comme si quelqu'un avait allumé une bougie dans une pièce d'un noir d'encre. « Tu as dit que tu avais besoin d'un service, dit-il après une pause. « J'ai besoin de déplacer de l'argent, répondis-je, et j'ai besoin de le faire discrètement. J'ai aussi besoin de mettre à jour les noms sur les propriétés Pierce. » Sa voix ne vacilla pas. « Tu veux qu'Annabeth et ce beau-fils rusé soient retirés de tes actifs. » Exactement. Je regardais par la fenêtre alors que le train s'éloignait en grondant, emportant des gens qui avaient des destinations, contrairement à moi. Ils m'ont abandonné à une gare sans argent. Mais ne t'inquiète pas. J'en avais mis de côté. Plus qu'assez, en fait. « Que as-tu vraiment, Maggie ?» demanda-t-il. Je jetai un coup d'œil au sac sur mes genoux. Assez pour recommencer. Et assez pour m'assurer qu'il n'obtienne jamais un centime. Il siffla doucement. « Donne-moi 4 heures. Je vais récupérer les actes et te rappeler à ce numéro. Tu es toujours sous ton alias. » Lucille Granger, dis-je. Née le 3 juin 1940. Veuve. Aucune famille vivante. Compris. Reste où tu es. Je raccrochai, glissai le téléphone vers la serveuse avec un autre billet, et sirotai mon café lentement. L'amertume me gardait les pieds sur terre. De l'autre côté de la rue se trouvait le motel Union, peinture verte hideuse s'écaillant sur les parements, enseigne au néon à moitié cassée, mais il avait un toit. Je réservai une chambre pour 2 nuits sous le nom de Lucille et payai en espèces. Le réceptionniste ne posa pas de questions. J'aimais ça.
Cette nuit-là, je m'allongeai sur le lit grinçant et fixai les carreaux tachés du plafond, repensant aux dernières années. C'était comme regarder ma propre vie se défaire sur un écran vacillant. Quand Walter est décédé, Annabeth m'a tenu la main et a pleuré comme une enfant. Elle m'apportait du thé. Est restée avec moi pendant des semaines. Mais le jour où elle a présenté Raymond, quelque chose a changé. Il était charmant à la manière des serpents, yeux vitreux, trop lisses, toujours souriant. Il a insisté pour que je m'installe dans la maison d'hôte sur leur propriété quand j'ai eu mon opération de la hanche, disant que c'était juste jusqu'à ce que je reprenne des forces. Mais ce séjour temporaire s'est transformé en 5 années d'effacement. Lentement, je n'ai plus eu le droit de cuisiner. Puis on ne m'a plus fait confiance pour gérer mes pilules. Ils m'ont tenu à l'écart de mes amis, ont arrêté de m'inviter à l'église, et ont tout mis sur le compte de ma mauvaise mémoire. Je ne perdais pas la tête, j'étais manipulée. Contrôlée. Oubliée. Cette gare n'était pas le début de la trahison. C'était la fin d'une longue campagne pour m'effacer de ma propre vie. Mais maintenant, j'écrivais une nouvelle fin. Une où je récupérais ce qui était mien. Et cette fois, il ne le verrait même pas venir. Le lendemain matin, le téléphone au motel sonna. Le réceptionniste cria « Lucille Granger ?» Je descendis pieds nus en chemise de nuit et pris l'appel dans le hall. « C'est fait, dit Darnell. Je les ai retirés de la fiducie immobilière. Tout est à ton nom uniquement, sous Lucille. » Mon cœur battait fort. Même les lots commerciaux. Tout. Et j'ai ouvert un nouveau compte. Dépôt en espèces prêts. Tu veux une carte? Non, dis-je fermement. Seulement des chèques. À l'ancienne. Il rit. Tu es dangereuse quand tu es en colère, Magnolia. Je souris faiblement. Je ne suis pas en colère, Darnell. Je suis réveillée. Et maintenant? Demanda-t-il. Je regardai par la fenêtre du motel vers les collines. Maintenant, dis-je, nous leur apprenons ce qui arrive quand on essaie d'enterrer une femme qui sait comment se relever. 2 jours plus tard, je me tenais devant la haute grille en fer de la propriété de Willow Creek, ce que Raymond aimait appeler son sanctuaire d'investissement. C'était une maison à 2 étages avec un parement en bois poli, une véranda qui faisait le tour, et un jardin qui donnait sur le terrain de golf. Il n'avait aucune idée que je la possédais. Pas Annabeth. Pas même Walter, que Dieu ait son âme. Je l'avais achetée en secret, payée en espèces, et laissée sous le nom de Lucille Granger. Elle était censée être ma retraite tranquille au cas où j'aurais besoin de recommencer. Je n'avais jamais imaginé que je l'utiliserais comme ça. J'attendis que le système de sécurité enregistre mon empreinte digitale. Avec un léger clic, les grilles s'ouvrirent. Je remontai le chemin incurvé jusqu'à la porte d'entrée, mon sac en cuir sur une épaule et ma colonne vertébrale plus droite qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je n'avais pas besoin de frapper. Je possédais déjà tout ce qui se trouvait derrière cette porte. À l'intérieur, l'air était vicié d'être resté enfermé trop longtemps. Des particules de poussière flottaient dans la lumière du soleil comme des fantômes dansants, et l'odeur de cèdre persistait des parquets en bois. Je posai mon sac et marchai lentement à travers les pièces, effleurant du bout des doigts la rampe, les étagères, les comptoirs en marbre. C'était à moi. Payé, protégé, et maintenant, enfin, occupé. J'ouvris grand les fenêtres. La lumière entrait à flot. La brise balayait les couloirs comme une bénédiction. Je passai d'une pièce à l'autre, planifiant tout. D'abord, un serrurier serait appelé. Nouvelle serrure. Nouvelle clé. Personne d'autre n'aurait accès. Ensuite, un jardinier arrangerait les trop poussés. Une femme de ménage. De nouveaux rideaux. Il ne faudrait pas grand-chose pour que cela ressemble à un foyer. Mais j'avais encore une étape avant de m'installer. Cet après-midi-là, j'appelai à nouveau Darnell. Je veux aller de l'avant avec la lettre, lui dis-je. Je veux qu'il sache. Il n'avait pas besoin de demander ce que je voulais dire. Nous en avions parlé des centaines de fois au fil des ans, mon plan de secours, les fichiers, les secrets que j'avais rassemblés comme des épines. Darnell avait tout ça dans un dossier marqué lilas, nommé d'après les fleurs que Walter avait l'habitude de planter pour moi chaque printemps. À l'intérieur se trouvaient des copies de signatures contrefaites, des photos de Raymond avec des personnes dont il n'aurait pas dû être proche, des emails qu'il pensait avoir supprimés, et pire encore, la preuve qu'il avait utilisé le nom d'Annabeth pour obtenir des prêts frauduleux en mon nom. Envoie-le anonymement, dis-je. Que ça ressemble à une fuite. Darnell acquiesça. Il arrivera à la banque demain matin. Et l'IRS recevra aussi sa copie.
Bien, murmurai-je. Le lendemain matin, j'étais assise sur la véranda de ma maison, et regardais les oiseaux picorer l'herbe. Je ne m'étais pas sentie aussi calme depuis des années. Je me fis un pot de thé et le servis dans le service en porcelaine que ma mère m'avait légué. Je ne l'avais pas touché depuis des décennies. En milieu de matinée, mon téléphone sonna. C'était un numéro que je n'avais pas vu depuis des semaines. Annabeth. Je laissai aller sur la messagerie vocale. Elle appela à nouveau. Puis encore. Au 4e appel, je décrochai. Maman. Sa voix était haletante, tremblante. Où es-tu? Raymond a dit que tu avais disparu. Est-ce que ça va? Je pris une lente gorgée de thé. Je vais mieux que bien. On ne voulait pas te laisser comme ça, dit-elle rapidement. C'était une erreur, nous épargne-moi, dis-je. Tu savais. Tu étais assise à côté de lui. Et tu n'as rien dit. Tu l'as laissé me traiter comme une ordure. Elle resta silencieuse. Puis, nous avons eu une semaine difficile. La banque vient de geler nos comptes. Et il se passe quelque chose avec l'entreprise de Raymond, une sorte d'audit, je sais, dis-je. Tu devrais parler à ton mari de ça. J'entends dire que l'IRS n'apprécie pas les menteurs. Sa respiration se bloqua. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Je ne répondis pas à sa question. Tu m'as laissé à une gare sans argent. Mais ne t'inquiète pas. J'en avais mis de côté. Plus qu'assez, en fait. Maman, s'il te plaît, supplia-t-elle, sa voix se brisant. Nous avons besoin d'aide. Raymond. Il dit que nous pourrions perdre la maison. Quelle maison? Demandai-je calmement. Parce que si tu parles de celle où vous vivez maintenant, elle ne sera plus à vous très bientôt. Quoi? Halta-t-elle. Tu bluffes. Je raccrochai. Et puis j'appelai mon avocat. 3 jours plus tard, le coup vint, non pas à ma porte, mais à la leur. C'était midi, et je savais que Raymond serait à la maison. Il se présentait rarement au bureau désormais. Il appelait ça travailler à distance, mais je savais mieux. Il était devenu paresseux, enflé de confort et de la fausse croyance que la vie continuerait à lui offrir un succès non mérité. Quand la porte s'ouvrit, j'imaginai son visage suffisant fondant en incrédulité à la vue de l'officier du comté en uniforme, une enveloppe de manille croustillante à la main. L'officier ne souriait pas. Il n'expliquait pas grand-chose. Il tendit simplement l'enveloppe et dit « Vous avez été servi ». À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait un avis d'expulsion formel. 30 jours pour quitter les lieux. Pas de discussion. Pas d'échappatoire. La propriété appartenait légalement à Lucille Granger, moi, et je faisais valoir mes droits. La maison dans laquelle ils avaient ri pendant que je lavais leur vaisselle n'était plus la leur à polluer. C'était poétique. C'était juste. Mais ce n'était pas mesquin. Je ne voulais pas la vengeance pour la vengeance. Je voulais la paix. Et la paix, je m'en rendais compte, exige parfois une tempête. Pendant que Raymond fulminait, Annabeth appela à nouveau. Sa voix était plus calme cette fois. Moins de rage, plus de confusion. Pourquoi fais-tu cela, maman? Elle posa la question si pitoyable que j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Je t'ai mieux élevée, dis-je. Et je t'ai tout donné. Mon temps, mon amour, ma vie. Et quand j'ai eu besoin de gentillesse, tu m'as donné la rue. Tu as écouté un homme qui ne m'a jamais vu que comme un chéquier avec des pieds. J'avais peur, admit-elle. Je pensais que tu perdais la tête. Tu savais que ce n'était pas le cas. Tu t'en fichais simplement. Son silence me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pendant ce temps, Darnell avait organisé une enquête de presse discrète pour examiner la piste financière de Raymond. Je ne l'avais pas demandé, mais il me connaissait assez bien pour comprendre que l'exposition était le dernier fil à couper. Vendredi, un journaliste local publia un article court mais accablant. Homme d'affaires local éminent sous examen de l'IRS pour fraude. Il ne fallut pas longtemps pour que les voisins commencent à commérer. Pour que les clients disparaissent. Pour que tout ce que Raymond avait construit sur des mensonges commence à s'effondrer. Mais je n'avais pas terminé. Ce week-end, j'ai organisé une journée portes ouvertes à la propriété de Willow Creek. J'ai invité de vieux amis, des dames de l'église, mon groupe de bridge du centre communautaire, tous ceux que je connaissais avant d'être cachés comme une antiquité. Ils sont venus, bouche bée devant la maison restaurée, les pâtisseries sur la table, le jardin frais fleurissant à l'arrière. Magnolia, murmura une femme, nous pensions que tu étais décédée. J'ai souri. Je l'étais.
Et maintenant je suis de retour. Annabeth est apparue, non invitée, vers la fin de l'après-midi. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré. Son chemisier froissé. Elle semblait petite, si petite. Je voulais juste parler, dit-elle. Je l'ai menée au jardin latéral. Parle alors, dis-je. Avant que je ne change d'avis. Elle regarda les roses, pas moi. Il m'a menti, murmura-t-elle. Il m'a dit que tu t'égarais. Que tu cachais des choses. Je ne savais pas qu'il prévoyait de te laisser là-bas. Je ne savais pas pour l'argent. Ça n'a jamais été une question d'argent, dis-je. C'était une question de respect. Et tu l'as laissé m'en dépouiller. Tu savais que c'était mal. Ses yeux se remplirent. Peux-tu me pardonner? Je la regardai, non pas comme ma fille, mais comme une femme qui avait perdu son chemin. Et peut-être qu'il y avait encore une partie d'elle qui pouvait être sauvée. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Mais je n'attends plus que tu retrouves tes esprits. J'ai une vie à vivre. Elle ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête et partit. Je ne l'ai pas arrêtée. Cette nuit-là, alors que j'étais assise sur ma véranda à regarder les étoiles s'allumer dans le ciel, j'ai pensé à toutes les femmes comme moi, jetées, sous-estimées, réduites au silence. Nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas brisés. Nous attendons simplement. Attendant le moment où nous nous souvenons qui nous sommes. Et une fois que nous le faisons, le monde ferait mieux de faire de la place. Le lendemain matin, alors que je me déplaçais dans la maison de Willow Creek, maintenant remplie de lumière, de musique et du léger parfum de cire à la lavande, j'ai décidé qu'il était temps de visiter le grenier. Je n'y étais pas allée depuis des années, pas depuis que Walter et moi avions acheté l'endroit sous le nom de Lucille Granger. Nous l'utilisions comme une sorte d'évasion, notre refuge pour quand la vie devenait trop bruyante. J'ai grimpé lentement les escaliers étroits, chaque grincement sous mes pieds faisant écho aux années que nous avions laissées là-haut. En haut, j'ai poussé la lourde trappe et suis entré dans un monde que la poussière avait tenté de s'approprier. Ça sentait le papier, le bois et les vieux secrets. Je suis passé devant les boîtes étiquetées avec l'écriture de mon défunt mari. À l'intérieur se trouvaient des journaux, des photos, des registres de propriété et des dossiers que j'avais cachés même à Annabeth. Une épaisse enveloppe, jaunie sur les bords et scellée à la cire, a attiré mon attention. Les initiales de Walter y étaient inscrites. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, une dont j'avais oublié l'existence, et elle m'a presque mise à genoux. Si tu lis ceci, Maggie, alors quelque chose s'est produit. Peut-être à moi, peut-être à nous. Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu as toujours été la forte. Tu voyais ce que les autres manquaient. C'est pourquoi je t'ai fait confiance pour garder cette maison secrète. Je veux aussi que tu saches quelque chose à propos de notre fille. Annabeth n'a pas toujours été froide. Elle a été blessée une fois, il y a longtemps. Blessée d'une manière que tu n'as jamais découverte, parce qu'elle avait trop honte pour te le dire. Elle a changé après cela. Je n'ai jamais eu le courage d'en parler avec elle. Mais peut-être que toi, tu le peux encore. Je suis restée là, stupéfaite. La lettre n'expliquait pas qui l'avait blessée, ni quand, ni comment. Mais elle a ouvert quelque chose. Toutes ces années, j'avais pensé qu'elle s'était endurcie par avidité, ou orgueil, ou égo. Mais peut-être, juste peut-être, c'était douloureux. J'ai plié doucement la lettre et l'ai tenue contre ma poitrine. J'aurais pu crier. J'aurais pu marcher jusqu'à sa maison et exiger des réponses. Mais au lieu de cela, je suis restée immobile et j'ai écouté le silence. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Mon esprit était un tourbillon de regrets et de réorientation. Peut-être avais-je échoué à voir sa douleur. Peut-être que dans toute ma souffrance silencieuse, j'avais manqué la sienne. Cela n'effaçait pas ce qu'elle avait fait, mais cela le colorait différemment. Le jour suivant, je lui ai écrit une lettre. Je n'ai pas offert de pardon. Je n'ai pas offert de blâme. Je lui ai simplement dit ce que Walter avait écrit. Je lui ai dit que j'étais là, et si jamais elle voulait parler, pas argumenter, pas justifier, mais vraiment parler, alors ma porte était ouverte. Je l'ai envoyée par courrier recommandé. Elle la recevrait. Je ne savais pas ce qu'elle en ferait, mais ce n'était plus mon fardeau. Ma guérison ne pouvait pas dépendre de ses excuses. Elle devait commencer par moi. Plus tard cet après-midi, j'ai reçu un appel. C'était du même journaliste qui avait publié l'article sur Raymond. Madame Granger, dit-il, utilisant le nom que je portais maintenant comme une armure. Nous avons découvert plus. Fraude bancaire. Évasion fiscale.
Même usurpation d'identité. Seriez-vous disposé à faire une déclaration? J'ai refusé. Laissez les preuves parler d'elles-mêmes, dis-je. Je ne suis qu'une femme qui s'est enfin souvenue de ce qu'elle valait. Ce soir-là, j'ai organisé un dîner à Willow Creek. Mes invités étaient des femmes âgées de la communauté, veuves, retraitées, femmes qui avaient été mises de côté. Nous étions assises sur la véranda, partageant un gobelet aux pêches et des histoires, nos rires s'élevant dans la nuit comme un hymne. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de l'approbation d'Annabeth. Je n'avais pas besoin de la punition de Raymond pour me sentir complète. J'avais un foyer, une voix, et plus important encore, moi-même. Pourtant, une partie de moi se demandait. Si Annabeth avait vraiment été blessée, qui était l'homme qui l'avait fait? Et combien de sa froideur venait de lui, pas seulement de ses choix? Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que l'histoire n'était pas terminée. Qu'il y avait plus à découvrir. Pas pour la vengeance cette fois, mais pour la guérison. 3 jours passèrent sans un mot d'Annabeth. Pas d'appel. Pas de lettres. Pas de visite larmoyante ou de messages vocaux en colère. Je m'attendais au silence. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était qui est venu à la place. J'arrosais les pivoines devant quand une berline argentée s'est arrêtée au bord du trottoir. Un homme est descendu, peut-être la cinquantaine, grand, avec des cheveux gris plaqués en arrière et le genre de mocassins cirés qui n'avaient pas leur place dans ma rue. Il ressemblait à un homme avec quelque chose à cacher. Et quelque chose à craindre. « Êtes-vous Magnolia Pierce ?» demanda-t-il, sa voix douce mais tendue. « Ça dépend qui demande, dis-je, gardant ma prise ferme sur le tuyau. Je suis le docteur Calvin Stone, dit-il. Je travaillais avec votre fille, à Chicago. » Le nom a cliqué comme une pièce de puzzle lâche dans le fond de ma mémoire. Le premier emploi d'Annabeth après l'université avait été dans une clinique du centre-ville. Elle en parlait à peine, juste qu'elle était partie soudainement et ne voulait pas y retourner. J'ai plissé les yeux. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Il a baissé les yeux, sa composition polie se fissurant. « Parce que j'ai entendu ce qui s'est passé. Avec Raymond. Les banques. C'était dans les journaux. Et j'ai pensé que peut-être maintenant, il était temps de faire table rase. J'ai fermé l'eau. Il m'a suivi sur la véranda. Et nous nous sommes assis comme des étrangers au bord de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne comprenait encore pleinement. Annabeth a fait un stage dans notre clinique quand elle avait 23 ans, commença-t-il. Elle était intelligente, concentrée. Mais l'un des associés principaux a abusé d'elle. Mon estomac s'est retourné. Que voulez-vous dire par abuser? Il regarda ses mains, honteux. Il était marié. Puissant. 2 fois son âge. Lui a dit qu'elle serait promue si elle gardait le silence. Quand elle y a mis fin, il l'a mise sur liste noire. L'a licenciée. Et l'a payée pour disparaître. Je ne connaissais pas toute la vérité à l'époque. Mais elle m'a appelé une fois, après son départ. Elle a dit que personne ne la croyait, pas même vous. Je me suis figée. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Elle m'avait dit qu'elle était partie à cause du stress. Je n'ai jamais insisté. Peut-être aurais-je dû. J'ai détourné le regard, la culpabilité remontant ma colonne vertébrale comme des doigts froids. Pourquoi maintenant? Lui ai-je demandé. Pourquoi venir maintenant? Parce que j'ai vu son nom dans les gros titres, dit-il. Et j'ai réalisé. Le silence fait de nous tous des lâches. J'ai gardé le silence. Tout comme tout le monde. Et j'en suis désolé. Il a laissé une enveloppe de manille sur la table. À l'intérieur, dit-il, se trouvaient des emails, des messages, même des reçus d'argent d'achat du silence de l'homme qui avait fait du tort à ma fille. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était une preuve. La vérité, des décennies trop tard. Après son départ, je suis restée seule avec cette enveloppe pendant 1 heure. Le soleil s'est couché. La maison est devenue silencieuse. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Tout ce qu'il avait dit s'y trouvait. Et plus encore. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était traumatisant. Des années de cela. Des choses qu'elle avait portées seule pendant que j'étais occupée à essayer de la rendre forte, indépendante et polie. Peut-être trop polie. Si polie qu'elle ne pouvait même pas admettre quand elle souffrait. Cette nuit-là, j'ai écrit une nouvelle lettre. Annabeth. Je ne savais pas. Je n'ai jamais demandé. Et peut-être que c'était mon échec en tant que mère. Je vois maintenant ce que tu as essayé de cacher. Ce qui t'a fait construire des murs si hauts que même moi je ne pouvais pas les escalader.
Je n'excuserai pas la façon dont tu m'as traité. Mais je la comprends maintenant. Et cela rend la douleur un peu plus douce. Tu n'as pas à répondre. Sache simplement, je te vois enfin. Maman. Je ne l'ai pas signé en tant que Magnolia. Je l'ai signé en tant que maman. Parce qu'au fond, j'espérais toujours que cette partie de nous n'était pas complètement disparue. 3 jours plus tard, une voiture s'est à nouveau arrêtée. Mais cette fois, c'était elle. Elle est sortie lentement, son visage pâle, ses yeux enfoncés mais plus en colère. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait enfin cessé de courir. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle a juste tendu l'enveloppe. Je l'ai reçue, dit-elle. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « Je ne mérite pas ton pardon ». Je me tenais sur la véranda, les bras croisés. Tu as raison. Tu ne le mérites pas. Mais peut-être que nous méritons toutes les deux la vérité. Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Nous ne nous sommes pas étreintes. Nous n'étions pas prêtes pour cela. Mais nous nous sommes assises ensemble sur la véranda, pour la première fois depuis des années, sans nous battre. Sans prétention. Juste une mère et une fille, brisant enfin le silence qui les avait toutes deux emprisonnées. Annabeth et moi sommes restées assises en silence sur la véranda pendant longtemps. Les cigales avaient commencé leur bourdonnement d'été, et leur doré peignait le ciel de doux orange et lavande. C'était beau, presque paisible, mais cela n'atténuait pas la tension enroulée autour de nos épaules. Elle sirotait lentement la tasse de thé que je lui avais tendue, ses mains tremblant encore légèrement, de la même manière que les miennes quand Walter est décédé. Je reconnaissais ce genre de tremblement. Ce n'était pas des nerfs. C'était le chagrin, le genre silencieux, celui qui avait attendu trop longtemps pour parler. « Je suis désolée pour la gare, dit-elle enfin, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je me suis dit que c'était l'idée de Raymond, que je n'avais pas le choix. Mais ce n'est pas vrai. J'ai choisi de rester dans la voiture. J'ai choisi de ne rien dire. » Je l'ai regardé. Ses cheveux autrefois parfaitement coiffés étaient frisés à cause de l'humidité. Son visage, habituellement couvert de couches d'anticerne, était nu maintenant, plus honnête qu'il ne l'avait été depuis des années. « Tu l'as fait, dis-je. Mais je ne suis plus intéressée à te punir. » Elle cligna des yeux. « Tu ne le hais pas. » « Non, dis-je, sirotant mon propre thé. Je m'intéresse à me libérer. S'accrocher à l'amertume, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Et j'en ai bu assez pour une vie. » Annabeth s'essuya les yeux et hocha la tête. « Raymond est parti, dit-elle doucement. Il est parti hier. A tout emballé et a dit qu'il trouverait quelqu'un de moins émotionnellement instable. Je suppose que les accusations de fraude n'ont pas aidé. » « Non, dis-je avec un petit sourire. J'imagine que celles-ci ont rendu les choses compliquées. »« Je n'ai plus rien maintenant, dit-elle. Pas de travail, pas de maison, pas de mariage. Juste de la culpabilité et des factures. » Je l'ai regardée pendant un long moment. « Alors peut-être que pour la première fois, tu as quelque chose de réel. Parce que maintenant tu dois découvrir qui tu es sans tout cela. Et peut-être que c'est à ce moment-là que nous devenons enfin des femmes, Annabeth, quand nous devons repartir de zéro. » Elle laissa échapper un long souffle. « Et si je gâche tout à nouveau ? » « Alors tu le feras, dis-je. Et tu réessaieras. Mais cette fois, ne te mens pas à toi-même sur la personne pour qui tu le fais. Nous n'avons pas tout résolu sur cette véranda. Nous ne nous sommes pas étreintes pour tout effacer ou dit une phrase magique qui aurait réparé des décennies d'erreurs. Mais nous étions là, ensemble. Et c'était le début. Quelques semaines passèrent. Je l'ai laissée rester dans la chambre d'amis à l'étage. Non pas parce que je me sentais obligée, mais parce que je voulais qu'elle sente ce que c'était d'avoir à nouveau un foyer. Un vrai. Elle a trouvé un emploi dans une bibliothèque locale. À temps partiel. Modeste. Mais cela apportait une sorte de paix que je n'avais pas vue en elle depuis qu'elle était adolescente. J'ai remarqué comment elle faisait de longues promenades maintenant. Comment elle lisait à nouveau. Comment elle avait cessé d'éviter son reflet dans le miroir du couloir. Un après-midi, elle m'a apporté une pile de lettres, non ouvertes, de vieilles lettres qu'elle avait trouvées cachées au fond de son placard. La plupart étaient de Walter, écrites pendant les mois avant sa mort. Elle les avait cachées parce qu'elle ne pouvait pas supporter de lire les mots « je t'aime » de l'homme qui avait tant essayé de maintenir notre famille unie. Ensemble, nous les avons lues sur la véranda arrière, une par une, riant de ses blagues idiotes, pleurant devant sa sagesse tranquille. Il avait toujours vu ce que nous ne pouvions pas voir. Puis, sur la dernière page, glissée entre 2 enveloppes jaunies,
Nous avons trouvé autre chose. Une vieille photographie d'Annabeth petite fille, peut-être 5 ou 6 ans, tenant ma main aux os, toute de riant, de la barbe à papa dans sa main. J'ai regardé cette photo pendant ce qui semblait des heures. Cette petite fille était toujours là. Enterrée sous des couches de douleur, de fierté et de mauvaises décisions. Mais elle était toujours là. Je veux réparer les choses, dit-elle. Je veux être à nouveau ta fille. J'ai touché doucement sa main. Alors commence par être quelqu'un dont tu peux être fier. Le reste suivra. Ce soir-là, en la regardant laver la vaisselle à l'évier, fredonnant doucement pour elle-même, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Pas le genre bruyant qui vient avec des trompettes et des feux d'artifice. Le genre calme. Le genre réel. Le genre qui reste. C'était un frais dimanche matin. Le genre où les oiseaux chantent un peu plus fort, le café a un goût un peu plus chaud, et pour une fois, l'air ne semble pas lourd. Je taillais les rosiers devant la véranda tandis qu'Annabeth balayait le trottoir. Nous avions trouvé un nouveau rythme, rien de grandiose ou tapageur, juste de petits actes de paix. Le monde ne l'avait pas pardonné, mais j'apprenais comment le faire. Puis vint le coup. 3 coups secs contre la vieille porte en bois, assez fort pour envoyer un sursaut le long de ma colonne vertébrale. Annabeth s'arrêta au milieu de son balayage et me regarda, son visage se vidant de couleur. « Tu attends quelqu'un » demanda-t-elle. « Non, dis-je lentement, essuyant mes mains sur mon tablier. « Et toi » Elle secoua la tête. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris, ne sachant pas à quoi m'attendre. L'homme qui se tenait là était mince, vêtu d'un pantalon kaki et d'un manteau sombre. Il avait les cheveux poivre et sel, et ses yeux, noisettes profonds avec une lueur de quelque chose de blessé, se fixèrent sur les miens. « Magnolia Pierce » demanda-t-il. Sa voix était mesurée, presque trop calme. J'acquiesçai avec prudence. « Oui. Je peux vous aider. »« Je m'appelle Alan Caldwell, dit-il, tendant une main usée. Je pense que je suis le père d'Annabeth. » L'air claqua comme un fil trop tendu. Je clignai des yeux, stupéfaite. « Pardon, » dis-je. Annabeth s'avança à côté de moi, sa mâchoire relâchée. « Qu'avez-vous dit » demanda-t-elle. Alan la regarda, son visage s'adoucissant. « Tu ne te souviens probablement pas de moi. Mais je me souviens de toi. Je connaissais ta mère avant qu'elle n'épouse Walter. » Il se tourna vers moi. Avant qu'elle ne change son nom de famille. Annabeth me fixa. « Maman, est-ce vrai ?» Je sentis mes genoux fléchir légèrement et me raccrocher au cadre de la porte. Je n'avais pas entendu ce nom, Alan Caldwell, depuis près de 50 ans. Pas depuis que j'avais à peine 20 ans, vivant sur le canapé de ma tante dans l'Ohio, travaillant en double équipe dans un restaurant et essayant de me construire une vie. Alan avait été le premier homme que j'avais jamais aimé. Il était à la fois sauvage et doux. Nous avions rêvé de nous enfuir ensemble, de construire quelque chose à partir de rien. Mais les rêves sont des choses fragiles. Un soir, il est parti pour un travail dans un autre État, a promis de revenir, et n'est jamais revenu. Je ne lui ai jamais dit que j'étais enceinte. Walter est entré dans ma vie peu après. Il m'a épousée en sachant que je portais l'enfant d'un autre homme. Il a élevé Annabeth comme si elle était la sienne. Et j'ai enterré le passé sous des décennies de silence. Je ne comprends pas, murmura Annabeth. Tout ce temps, tu m'as laissé croire. Je ne savais pas qu'il était vivant, dis-je rapidement. Il a disparu. J'ai essayé de le retrouver une fois, mais à ce moment-là, j'avais une nouvelle vie. Walter t'aimait comme la sienne. Je ne voulais pas perturber cela. Je me tournai vers Alan. Pourquoi maintenant? Pourquoi venir maintenant? Il fouilla dans la poche de son manteau et sortit une enveloppe. On m'a récemment diagnostiqué un cancer du pancréas. Stade 4. Plus de traitement à essayer. Je suis parti à la recherche de mon passé, juste pour laisser quelque chose derrière moi. J'ai trouvé des documents, date de naissance, nom. Et j'ai réalisé que j'avais une fille que je n'ai jamais connue. Il regarda Annabeth, les larmes lui montant aux yeux. Je ne demande rien. Je voulais juste la voir. Une fois. Annabeth ressemblait à un barrage prêt à céder. Son visage oscillait entre le choc, la trahison et quelque chose de plus doux, la curiosité. J'ai besoin d'un moment, dit-elle et s'éloigna, marchant rapidement vers l'arrière-cour. Je ne l'ai pas arrêtée. Alan me regarda, ses yeux remplis de douleur. Elle est forte. Comme toi. Elle a traversé l'enfer, dis-je. Et moi aussi.
Ton arrivée vient d'ouvrir une blessure que je croyais cicatrisée depuis longtemps. Je suis désolé, dit-il, sa voix se brisant. Je ne savais pas comment le dire autrement. Nous sommes restés silencieux un moment. Finalement, Annabeth revint. Son visage était rougi, ses yeux gonflés. Mais elle s'approcha de lui et dit « Avez-vous des photos? De quand vous étiez jeune ?» Alan hocha la tête. « Quelques-unes. » Elle fit un geste vers le banc de la véranda. « Alors peut-être, pouvons-nous commencer par là? Cet après-midi-là, nous nous sommes assis dehors ensemble, 3 morceaux brisés d'un puzzle autrefois éparpillé. Alan sortit des photos d'une époque avant moi, avant elle. Annabeth rit doucement devant une où il portait un pantalon pattes d'éléphant et un sourire idiot. « J'ai ton sourire, dit-elle. Et ton menton têtu. » Et pour la première fois depuis ce qui semblait des siècles, il n'y avait pas de colère dans sa voix. Seulement de l'émerveillement. Plus tard ce soir-là, après qu'Alan soit parti avec la promesse de revenir le lendemain, Annabeth m'a demandé « Le regrettes-tu? De ne pas m'avoir dit la vérité. » J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. « Je regrette de ne pas t'avoir donné l'image complète, dis-je. Mais je ne regrette pas la vie que nous avons construite. Les secrets ont une façon de nous défaire, mais parfois, ils nous ramènent aussi à la maison. » Alan rendait visite chaque après-midi après cela. Parfois, il apportait de vieilles photographies, parfois rien du tout, juste lui-même et le tic-tac de l'horloge de sa vie. J'ai regardé Annabeth s'adoucir lentement autour de lui, comme la glace fondant au printemps. Au début, elle était prudente, assise rigidement, posant des questions mesurées. Mais au cours de 2 semaines, les contours se sont estompés. Elle a commencé à sortir son thé préféré. J'ai recommencé à rire. Elle a commencé à se laisser être la fille de quelqu'un, pas seulement la mienne, pas seulement celle de Walter, mais la sienne aussi. Je ne m'attendais jamais à voir quelque chose de si douloureux devenir quelque chose de si guérisseur. Mais la vie a une étrange façon de vous rendre ce qu'elle a pris, seulement sous des formes différentes. Un matin, le téléphone sonna tôt. Trop tôt. Je savais avant même de répondre. « Madame Pierce ?» La voix à l'autre bout dit doucement. « Alan Caldwell est décédé dans son sommeil la nuit dernière. Il nous a demandé de vous appeler. » Je n'ai pas pleuré tout de suite. Pas même quand je l'ai dit à Annabeth. Elle se tenait là, tenant sa dernière enveloppe dans ses mains, les doigts tremblants. Elle lui était adressée. À l'intérieur se trouvaient 2 choses. Une photo décolorée d'elle en bas âge, tenue dans mes bras, une que j'ai dû lui envoyer toutes ces années sans m'en souvenir, et une courte note, manuscrite, soignée. Annabeth. Je n'étais pas là pour te voir grandir, et je le regretterai pour le reste du temps qu'il me reste. Mais si je peux te demander une chose, que ce soit ceci. Ne laisse pas ta mère mourir sans savoir que tu l'as pardonnée. Je t'aime toujours. Papa. Elle n'a pas parlé pendant longtemps. Puis elle m'a regardé et a murmuré. Penses-tu qu'il m'a vraiment pardonné? Je me suis approché d'elle, et pris son visage dans mes mains. Je pense qu'il était fier de toi. Et je pense qu'il voulait que tu te pardonnes toi-même. Cet après-midi-là, nous avons parcouru les affaires d'Alan au centre de soins palliatifs. Parmi elles se trouvait une dernière surprise. Une copie d'un Nouveau Testament. Il laissait tout ce qu'il avait à Annabeth, une petite cabane dans le Vermont, un compte d'épargne avec des fonds modestes, et une vieille guitare dont elle se souvenait qu'il jouait une fois sur une photo. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait du geste. La preuve qu'il voulait faire partie de son avenir, même quand il ne serait plus là. Des semaines passèrent. L'automne arriva avec ses vents dorés et ses feuilles sèches craquant sous nos chaussures. J'ai fait peindre la maison de Willow Creek en blanc doux avec des volets verts. Annabeth a pris le poste à la bibliothèque à temps plein et a recommencé à écrire des nouvelles, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis ses 20 ans. Elle disait que cela l'aidait à se souvenir de qui elle était avant que l'amertume ne s'installe. Un jour, alors que nous buvions du thé sur la véranda, elle se tourna vers moi. « Te demandes-tu parfois ce qui serait arrivé si Alan était resté? Si tu m'avais élevé avec lui au lieu de Walter ?» J'ai souri. « Non, dis-je. Parce que cette version de la vie n'aurait pas eu la même force. Et elle n'aurait pas fait de toi la combattante que tu es maintenant. » Elle baissa les yeux vers sa tasse. « Je pense que je suis enfin prête à être quelqu'un de nouveau. » Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de nouveau, dis-je. Tu as juste besoin de revenir à la vraie toi. Celle qui a toujours attendu sous la douleur. Et à ce moment, j'ai su quelque chose avec certitude. Ce n'était pas seulement la fin de la douleur, ou des secrets, ou de la culpabilité.
C'était le début d'un héritage. Pas le genre écrit en argent ou en propriété, mais en grâce, en réparation, en amour gagné difficilement. J'avais des millions que Raymond n'a jamais connus. J'avais des maisons, des terres et des comptes cachés. Mais la vraie richesse? Elle était assise à côté de moi, sirotant du thé avec un sourire tranquille, portant les leçons de 3 vies dans sa poitrine. À la fin, ils ne m'ont pas brisé. Ils m'ont rappelé qui j'étais. Et c'était plus puissant que n'importe quelle trahison. 6 mois plus tard, Magnolia Pierce se tenait devant une salle remplie de jeunes femmes. Le centre communautaire n'avait jamais été aussi plein. Le panneau au-dessus du podium indiquait « La Fondation Alan Caldwell, pour les filles qui se relèvent ». À 84 ans, Magnolia parlait d'une voix qui ne tremblait pas. Ses mains ne tremblaient plus de peur ou de rage, mais de détermination. « J'ai été laissée à une gare sans argent », commença-t-elle, par les personnes même en qui j'avais cru qu'elle serait mon éternité. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais passé une vie à me préparer à ce moment. Pas dans une richesse secrète. Pas dans des actes cachés. Mais dans la force. Une force calme et constante. Le genre de force qui se construit dans le silence. Qui s'élève de la trahison. Qui pardonne, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle refuse de pourrir dans l'amertume. La salle était silencieuse. Pas même une toux. Pas même un murmure. Elle regarda vers le premier rang, où Annabeth était assise, non plus la femme brisée et amère qui avait un jour abandonné sa mère. Elle ne portait plus de maquillage maintenant. Juste une douce robe bleu marine, un bloc-notes sur ses genoux, et de la fierté dans ses yeux. Elle avait aidé à organiser l'événement. Elle avait même écrit le texte pour les brochures. Elle n'avait pas manqué un jour à la bibliothèque en 4 mois. Le soir, elle et Magnolia jouaient au Scrabble. Ou regardaient de vieux films. Ou s'asseyaient simplement en silence et laissaient la douleur entre elles continuer à diminuer. Magnolia continua, sa voix douce mais sûre. Cette fondation ne concerne pas mon argent. Ce n'est même pas à propos d'Alan, bien qu'il nous ait donné plus qu'il ne l'a jamais su. Il s'agit de ce qui se passe quand les femmes se souviennent de leurs valeurs. Quand elles arrêtent d'attendre des excuses. Quand elles s'éloignent de la honte et disent « Je suis peut-être meurtrie, mais je ne suis pas brisée ». Les applaudissements vinrent lentement, puis s'intensifièrent en une ovation debout. Après l'événement, des journalistes sont venus pour des citations. Des travailleurs sociaux ont demandé à s'associer. Des dons sont arrivés. Magnolia n'était pas intéressée par la célébrité. Elle a laissé Annabeth parler à la presse, fière de regarder sa fille parler, non pas comme quelqu'un qui avait été sauvé, mais comme quelqu'un qui avait choisi la guérison. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait derrière les arbres, Magnolia s'assit à nouveau sur la véranda. Le vent faisait teinter les carillons. Elle tenait une photo de Walter d'une main, d'Alan de l'autre. « Vous m'avez tous deux donné des morceaux d'une histoire que je ne savais pas être assez forte pour terminer » murmura-t-elle. Et puis elle sourit. Parce qu'elle l'avait terminée. À ses propres conditions. Avec grâce. Avec vengeance. Avec amour. Et plus important encore, avec une vie qui comptait. Fin.